Bonjour, nous sommes dimanche, nous allons passer une heure en votre compagnie et en compagnie d'un homme délicieux. Nous on l'adore, on vous le dit tout de suite. Il le sait d'ailleurs, il en joue un petit peu. Hein. Un homme lumineux, c'est un véritable soleil et c'est Claude Rich qui est avec nous ce matin dans Thé au Café. On l'a rencontré déjà à plusieurs reprises, notamment chez lui, c'était à Orgeval. Bonjour Claude. Bonjour Catherine. On s'embrasse et là c'est pas un baiser de théâtre. Non, non, c'est un baiser vrai profond. Oui. Oui, oui. Amical. Amical. Oui. Parce que ça fait quand même quelques fois que je suis venu. Assurément. Et c'est toujours un réel plaisir. Alors, il est vrai que vous êtes au théâtre avec une pièce qui a pour titre L'Intrus. C'est la Comédie des Champs-Élysées. C'est le soir à 21h. On évoquera tout ça parce qu'on s'est posé la question de savoir... Bon, arrivé, voilà, à l'âge que vous avez, on peut s'essouffler, on peut trouver qu'une représentation à 21h, c'est un peu fatigant parce qu'on termine à 23h, voire même plus, et qu'elle serait peut-être mieux à 20h. Oui, mais 21h, ça ne me gêne pas, non. Non. Non, non, je vais dîner après et je suis couché à minuit. Est-ce que rester toujours aussi hyperactif comme vous l'êtes, que ce soit au théâtre, que ce soit pour le cinéma, pour la télévision, est-ce que c'est aussi pour ne pas se dire et s'entendre qualifier de vieux con? Non, je joue tous les soirs des vieux cons, mais je m'efforce de les rendre dynamiques et heureux. Et pas grincheux, quelquefois. Vieillir, on dit souvent que c'est retomber en enfance. Vous le pensez, vous? Non, non, je pense que si on a vu qu'on a une âme d'enfant, n'est-ce pas, comme je prétends l'avoir, eh bien, je suis heureux à mon âge. Pourtant, l'enfance, elle a été violente avec vous. Vous avez perdu votre père, vous aviez 5 ans. Oui. Et ça, il vous a beaucoup manqué ce visage paternel? Oui, oui, plus que je ne le pensais. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai eu une mère exceptionnelle. Nous sommes 4 enfants. Et nous avons réussi à former une fratrie et une mère exceptionnelle qui a 36 ans, a été veuve et nous a élevés jusqu'à 97 ans. Et notamment, il y a ce petit bruit lancinant que vous entendiez à la maison, puisque... Les aiguilles à tricoter de maman. Exactement, oui. Oui, elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle avait 4 enfants dont 2 étaient en bas âge. Et avec ma grand-mère qui l'aidait aussi de temps en temps. Et j'entendais toujours, maman faisait des tricots et des layettes, des choses. Et tous les ans, elle faisait une vente avec ses amis qu'elle avait connus dans les jours glorieux et qui venaient lui acheter. Il y avait plein de salons, des brassards d'enfants, des petites filles, des petites robes, et il y en avait partout. Et maman, grâce à maman, nous vivions pendant 4-5 mois. Vous étiez amoureux de votre mère? J'étais plus qu'amoureux, j'étais fou de ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme d'un charme, d'une gentillesse, d'un amour... pour tout le monde, elle était toujours heureuse, elle était toujours en noir et toujours avec un sourire illuminé. C'était un mélange d'émotions, de tristesse quand même, et en même temps on riait tout le temps avec elle. Quelle place occupait Dieu? Une grande place, semble-t-il, non? C'est-à-dire que maman parlait de Dieu comme on parle de notre grand-père, quoi. D'un membre de la famille? Oui. C'était tellement... J'ai jamais douté de l'existence de mon grand-père, quoi, je veux dire. C'était Dieu, et Dieu, c'était l'amour. Et l'amour a été dans la famille. Au-dessus de maman, il y avait Dieu. Mais c'était pas lourd, c'était pas pesant pour un petit garçon? Non, non, c'était au contraire extraordinaire. Maman n'avait pas d'argent, elle avait des difficultés. Il y avait toujours mon grand-père qui était là et on tendait la main et on sentait une main qui vous prenait la main. On était complètement... Porté. Porté. Ouais. Et vous avez gardé cette foi? Oui. J'ai beaucoup de chance. Ça aide?
Oui, Ça aide à vivre. oui, oui. Dans les moments difficiles, alors quand je vais à l'étranger, je cherche où est l'église et je vais chercher le bon Dieu. On fait un petit retour en arrière. Oui. On regarde dans le rétroviseur. Allez, et c'est avec Laurence Boulet. La vie de Claude Rich, c'est un merveilleux voyage sur les planches et les écrans, une magnifique épopée qui a failli ne jamais voir le jour. J'ai commencé comme employé de banque et j'ai bifurqué. Première bifurcation réussie, dès sa sortie du conservatoire, Claude Rich s'impose au théâtre, décroche des premiers rôles et navigue parmi les grands textes du répertoire de Musset à Guitry. Croyez-moi, de tout petits ennuis. Voyons, qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme. Dans la vie, c'est avec Catherine Rich qu'il partage sa route et elle devient parfois sa partenaire de jeu. Claude aime aussi faire voyager en écrivant ses propres pièces dans lesquelles il n'hésite pas à jouer. Et je pense que cette expérience de l'écriture me passionne parce que je me sens tout neuf. Tout neuf dans l'écriture, mais déjà vieux loup de mer du cinéma avec des rôles cultes. Antoine de la Foix, le plus respectueux, le plus ancien, le plus fidèle ami de Patricia. Sur pellicule, Rich a servi les plus grands capitaines, d'Alain Resnais à Bertrand Tavernier en passant par Bertrand Blier. À leur bord, Claude Rich aime explorer tous les univers. Il passe de la tragédie à la comédie, il ose tout et excelle quel que soit le registre. Ce qui m'a donné envie toute ma vie, c'est de faire des choses différentes à chaque fois. Des choses différentes, mais une attirance pour les figures historiques qui lui permettent de se balader dans le temps. C'est drôle, j'aime beaucoup l'histoire, bien que j'ai été un très mauvais élève. Cet ancien mauvais élève est récompensé tardivement. Il décroche son premier César en 1993 pour Le Souper d'Édouard Molinaro. Et en 2002, il reçoit un César pour l'ensemble de sa carrière. Mais peu importe les honneurs, ça fait bien longtemps que le public suit fidèlement l'odyssée de ce monstre sacré. Tout ça, c'est de la chance, c'est du gentil, travail. C'est gentil. Bah, c'est la réalité. Oui. C'est de la chance, du travail, du mérite. Vous l'attribuez à quoi? J'attribue la chance, évidemment. Pas seulement. Et puis beaucoup oui, de travail. Et puis on parle des moments qui ont été réussis. On ne parle pas des moments qui ont été... Vous en avez connu beaucoup, des traversées du désert, des moments dépressifs? Non. Non. Pas beaucoup. J'en ai connu un ou deux comme ça. Mais comme je faisais... C'était toujours ou le cinéma qui se faisait moins. Le théâtre a toujours été très fidèle. On sait bien que vous étiez au conservatoire avec le trio, hein, bien sûr. Donc Marielle, Rochefort, puis vous étiez avec Belmondo aussi. Oui. Est-ce que vous étiez en compétition à l'époque? Non. À cette époque-là, on était tous des amis. Réellement? On n'avait pas de compétition, parce que de toute façon, il y a eu des compétitions après. Quand on est sorti, qu'on s'est retrouvé en face des producteurs et des metteurs en scène qui choisissaient l'un ou l'autre. Alors, donc c'était eux qui vous mettaient en compétition, quoi, les producteurs? Oui, ils nous mettaient en compétition. Il y a eu, certainement, j'ai senti des moments où il y avait des courants un petit peu défavorables, comme ça, qui passaient. Mais jamais avec mes copains du conservatoire. Non, jamais, parce que de toute façon, on était ravis. C'est nous qui... Enfin, c'est toujours ceux qui réussissaient le mieux qui disaient aux autres allez à telle production, vous avez rien. Ah, vous vous entraidiez? Oui, c'est ça. Ouais. Vous les voyez toujours? Mais bien Belmondo, Marielle, Rochefort? Bien sûr. Quel est votre pire souvenir de tournage? Il y en a, sûrement. Oh, ben c'est quand on sent qu'on n'est pas aimé. Mais et vous, ça vous arrive? Mais parce que... C'est bien étonnant. Sûrement, parce que peut-être on n'est pas aussi bon, ou parce que assez bon, ou parce que le metteur en scène ne voyait pas le personnage comme ça, ou parce que c'est un imbécile. Surtout. C'est surtout ça. Parce que vous avez l'air tellement doux, tendre, angélique. Est-ce qu'il y a parfois sur des tournages où vous avez piqué des colères, vous avez été violent, ou même eu l'envie de quitter ce tournage? Non, non. J'ai eu un moment de violent avec De Funès dans Oscar. De Funès s'était arrêté de tourner parce qu'il sentait que le metteur en scène ne s'intéressait pas assez. Il avait besoin, c'était un grand acteur, il avait besoin qu'on le regarde comme le public. Et il trouvait que le metteur en scène ne le regardait pas suffisamment en riant, quoi, je vais dire. Alors il a fait la grève un peu de tournage et pendant 2-3 heures, on n'a pas tourné. Et moi, on ne m'a pas prévenu, évidemment. Alors j'étais là à attendre, et puis tout d'un coup, on a repris au bout de 4 heures, et puis on s'est retrouvé à un bar avec Louis, et puis
Alors on était au bar et on devait boire un verre de champagne. Et puis Louis m'a dit « Non, non, pas comme ça, non, pas comme ça. » Il y avait un autre acteur qui avait joué le rôle au théâtre. Il lui dit « Un tel faisait comme ça. » Alors j'avais attendu 4 heures, ça m'avait un peu énervé. Alors au bord du bar, j'ai fait ça avec mon verre qui s'est cassé. Ébréché comme ça. Et je lui ai fait « J'ai pas bien compris ce que tu as dit. » Il est devenu tout blanc, mais blanc. Il aurait fallu arrêter de tourner. Et il a dit bon, et on n'a pas reparlé de ça. Et puis quelques jours après, j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Et j'ai reçu une gerbe de fleurs magnifique de De Funès. C'est la seule fois où j'ai été violent, mais il m'a récompensé par des fleurs. Et ça prouvait son intelligence aussi. Oui. Alors on va prendre connaissance de l'actualité avec Isabelle Bouloc, le journal. Merci Isabelle, merci Valérie. Qui est face au miroir? Présentez-vous votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Claude Jean Robert, riche, R-I-C-H. Et votre profession? Je suis artiste. Vous avez une... Artiste dramatique. Artiste dramatique. Situation familiale? Marié. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Est-ce que j'ai? Une obsession? Oui, le théâtre. Et avez-vous une devise? Oui, ne pas subir. Merci Claude, vous venez me rejoindre? Oui, ne pas subir, voilà une belle devise. Ne pas subir. Et vous avez eu à subir des choses que vous ne vouliez pas? Je me suis efforcé de ne pas subir les influences mauvaises. Et j'ai subi les bonnes... J'ai essayé de subir les bonnes influences. Quand vous vous regardez dans la glace, vous vous plaisez? Écoutez, quand je me regarde dans la glace et que je ne me plais pas, je ne me regarde plus. Jusqu'à 5 minutes après, où je me regarde et je me plais. Non, pas encore. Est-ce qu'il y a un rôle, vous qui avez quand même vraiment incarné énormément de personnages, est-ce qu'il y a un rôle qui vous a plus marqué qu'un autre? C'est-à-dire qui a même été marquant d'une manière peut-être négative d'ailleurs, mais qui vous a bouleversé? Je vais dire, il y en a eu plusieurs. Mais celui qui me bouleverse peut-être le plus, c'est celui que je joue depuis 15 jours, 10 jours. L'intrus. L'intrus, c'est une pièce, je ne vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est une pièce qui parle de la fin, du bilan que se pose un homme qui a atteint mon âge et qui, sans être pessimiste du tout, regarde derrière lui et voit ce qu'il a fait et ce qu'il a raté. C'était gonflé d'ailleurs, pardon de l'expression, mais d'accepter un rôle comme celui-là, parce que ça renvoie à sa propre vie. Oui. J'ai souffert un peu pendant les répétitions, parce que ça m'a fait faire un acte de conscience. De l'introspection. L'introspection. Je me suis posé beaucoup de questions et l'optimisme est revenu. Et la conclusion est heureuse. Bertrand Blier dit de vous l'homme souriant, l'acteur souriant. Vous savez qu'il dit ça de vous, oui. L'acteur souriant. Alors on a demandé à quelqu'un qui connaît bien le cinéma, qui connaît bien votre carrière, c'est Laurent Delmas, de faire un petit décryptage de votre carrière. Pour moi, Claude Rich, c'est une voix. Moi, je me rappelle cette espèce de petite clarinette haute de Claude Rich dans Les Tontons Flingueurs, où il s'oppose à Ventura. Il est ce petit Antoine un peu fluet, mais qui lui tient tête à cette espèce de gorille énorme qui est Ventura. Et il lui tient tête aussi par cette petite voix un peu insolente. Vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. C'est quand même maintenant un acteur qui est capable de ne plus être à l'écran, mais d'être uniquement dans une voix. C'est ce que lui a offert Alain Resnais dans Cœur, où on ne le voit jamais à l'écran. Et je suis intimement convaincu que tous les spectateurs de Cœur, à la première réplique
de Claude Rich. Qui est là, Lionel? C'est encore une de tes gonzesses à la noix? On a reconnu, ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est l'acteur à gagner là. Si vous voulez, je peux vous jouer autre chose, quelque chose de neuf. Il y a presque une féminité hein, chez lui, c'est pas une brutasse quoi, on lui fera pas, on aura du mal à lui faire jouer les rôles de brutaviné. Il porte bien le costume, il a un beau port, comme on dit là. Il assure de ce point de vue-là. Ce sera ma fierté d'avoir modifié la vie du peuple, à l'usine et hors de l'usine. L'incarnation de Blum par Claude Rich me reste en mémoire. Une figure aussi importante, aussi mythique. Que Blum, c'est difficile pour un acteur. Il n'y a guère que Bouquet dans Mitterrand et quelques autres qui ne s'y sont pas cassés les dents. Et Claude Rich ne s'y est pas cassé les dents. C'était un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Votre voix, est-ce qu'elle a été un complexe pour vous à certains moments? Elle a été au début une voix qui m'a fait croire que je ne pourrais jamais faire ce métier parce que j'avais la voix qui se perchait. Quand je disais « ai-je la tête d'un monsieur qui ne consomme pas ?» Ça partait dans l'aigu? Dans l'aigu. Alors, j'ai vu un laryngologue qui m'a dit « mais vous avez vraiment des amygdales épouvantables, il faut les enlever ». Alors, à 20 ans, on m'a enlevé les amygdales et ma voix est descendue et elle est devenue comme ça. Là, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas dire à une femme que je l'aime, je t'aime, non. Je t'aime. C'est pas mal aussi. Je dis, oh, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors c'est vrai qu'il a raison, Laurent Delmas, en disant que vous avez incarné beaucoup de personnages historiques. Hein. Oui. Et là, on va voir ces images, ces photos de vous avec un mimétisme incroyable. Le général Leclerc, regardez. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il faut ce mimétisme pour bien remplir le rôle? C'est-à-dire que quand on m'a proposé Léon Blum, j'ai dit je ne peux pas parce que je ressemble à Leclerc. Alors on m'a dit, je me suis fait envoyer la photo de Léon Blum et j'ai vu que c'était très faisable sans rien faire, avec la moustache. C'est ça. Et voilà. Voilà. Et Talleyrand? Et Talleyrand, bien, je ne suis pas sûr que je lui ressemble. Regardez. Ah oui, peut-être un peu. Pas loin. Oui, oui, oui. Oui, enfin, j'ai surtout essayé d'avoir l'esprit, qu'il avait tellement d'esprit. Et vous prenez plaisir à ces personnages plus que des personnages historiques, plus que des personnages contemporains? Moi, je suis satisfait de jouer des personnages historiques parce que on essaye de se couler dans le personnage et dans l'époque. Et dans l'époque, et d'avoir un texte quelquefois très brillant à dire. Alors, justement, regardez, vous allez avoir des phrases qui vont venir dans votre écran. Voilà. Alors, notamment, voilà la première. Tu as raison, Itinéris, de ne pas te laisser faire. Ça, c'est Obélix. Panoramix. Excellent. La seconde, je partage ma vie... Ah ben, dites-la la phrase, elle va arriver, regardez. Je partage ma vie avec un garçon qui s'appelle Patrick. Ça doit être le derrière, non? Oui, c'est la seule fois. Exact. Oui. Et la troisième, dans quel film? Je préfère m'en tenir à Freud, c'est plus rigolo. C'est ancien, hein, c'est vieux, ça. C'est un film. Ouais. Et c'est très vieux. C'est pour ça que je connais moins le texte des films. Je ne sais pas, alors. Dans les Tontons Flingueurs. Ah, les Tontons Flingueurs. Ça ne m'étonne pas de moi. Et on en a une autre. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. C'est du blié, ça, non? Vous l'avez jamais dit. C'est le Père Noël est une ordure. Ah, oui. Vous n'avez jamais joué dans ce film. Vous auriez aimé jouer dans Père Noël est une ordure? Oui. Il y a des films comme ça que vous regrettez? Je ne les regrette pas parce qu'ils ont été magnifiquement joués. Alors, non, je regrette quelquefois de ne pas avoir joué plus de classiques, peut-être. J'aurais aimé jouer le Misanthrope, Hamlet, mais j'ai joué Lorenzaccio, alors c'est déjà pas mal.
Il est vrai que vous êtes assez nombreux, les comédiens célèbres, à être sur scène, parce que c'est une drogue. Ça apporte de l'adrénaline, on le sait bien. Vous continuez à jouer avec plaisir. Alors, Magali Defer les a réunis, tous ceux qui sont en fait à peu près de votre génération et qui se défoulent sur scène. Je cherche un job pour l'été. Pourquoi? Tu as tellement peur de t'ennuyer? Non, mais à nos âges, il faut de temps en temps se prouver qu'on existe. Impossible de décrocher pour ces comédiens qui ont pourtant dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps. Notre vie, c'est quand même le théâtre, avant tout le théâtre. Véritable passion pour certains, jouer la comédie est pour d'autres un moyen de continuer à gagner sa vie. Le théâtre, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais c'est ce qui marche le mieux. Carton plein auprès du public, les seniors séduisent aussi les auteurs et les metteurs en scène. Je suis comme un antiquaire. Je vais voir des choses qui ont une patine, qui ont une vérité, qui sont emplies, imprégnées de toute leur vie. C'est tout ce qu'on souhaite à un acteur. Ces acteurs de plus de 80 ans ne cessent de nous surprendre en déployant sur scène une énergie presque juvénile. Ce sont des marathoniens. Ça fait longtemps qu'ils courent. Ils savent très bien gérer eux aussi la distance. Par exemple, sur la Serva Amorosa, Robert Hirsch avait des problèmes de hanche et il ne sentait rien pendant qu'il jouait. Mais vous rajeunissez de honneur, on dirait. Je le maintiens. Je crois qu'il aurait souhaité jouer 6 heures par jour pour rien sentir pendant 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche et cette position sportive, pratiquement, de dire, quoi qu'il arrive, le corps répondra à mon besoin. Le théâtre agit donc comme un élixir de jeunesse sur le corps, mais aussi sur l'esprit. J'ai pas de trou de mémoire. Alors, une question est sur toutes les lèvres. Comment font-ils? Ont-ils un truc, une méthode, des super pouvoirs? On pensait enfin avoir percé le mystère sur le plateau de Tout Café. J'ai un très bon médicament. Qu'est-ce que c'est votre médicament? Je sais pas, j'ai oublié. Finalement, c'est en s'intéressant à Claude Rich et à sa manière d'apprendre les textes que nous avons eu la réponse. Claude, il ne passe pas par un apprentissage scolaire où il faudrait dire les mots dans l'ordre, etc. Il devient comme un alchimiste, il fait rentrer les mots dans son jeu, dans son corps, dans les mouvements, et du coup, les mots rejaillissent presque spontanément. Et sinon, son secret pour rester un éternel jeune homme? C'est le charme et l'envie, pour lui, de continuer à séduire, parce qu'il est séduisant, parce qu'il est intéressant, parce qu'il est mystérieux aussi. C'est gentil. Alors, séducteur, ça aide effectivement à rester jeune? Non, c'est l'envie qui fait qu'on reste jeune. C'est la passion, c'est... Quand on joue, il y a une force en soi qui, 5 minutes avant, on croit qu'on va mourir de fatigue. Et puis on repart parce qu'il y a quelque chose à dire. Et puis il y a un public qui vous écoute. Alors ça, évidemment, on veut le séduire, ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on a la même énergie, la même force quand on tourne un film sur un plateau? Oui. Donc c'est pas seulement lié au public. C'est plutôt une concentration. C'est un plaisir du texte et de la caméra, et on parle, et on sait que la caméra vous prend bien là, et que tout d'un coup, il y a peut-être des millions de spectateurs qui sont en train de vous regarder. Alors on fait la différence. Mais enfin, c'est moins... Ça ne réagit pas tout de suite. En fait, il y a un côté mégalomane, en définitive, dans ce métier. Peut-être un peu, mais... Peut-être un peu, oui. Oui. Toujours savoir que l'œil du public est sur vous. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit bien les amis, quand on les invite, quelquefois ils racontent des histoires, puis même s'ils sont pharmaciens, ils sont heureux comme tout parce qu'on les écoute. Eh bien, un acteur, il est là pour être écouté. Alors, quand il n'est pas bien écouté, que le public n'est pas très bon, alors il est mécontent. Vous l'avez vu, vous, certains de vos collègues sur scène? Mais ça m'arrive, oui. Jean-Pierre, Jean-Pierre, il va jouer chez nous dans le même théâtre qu'il y a joué déjà l'année dernière. Et il va recommencer dans très peu de temps. Vous demandez parfois des aménagements particuliers au directeur de théâtre? C'est-à-dire un moment pour faire la sieste Ah oui, là, j'ai demandé un aménagement parce que le théâtre, la Comédie des Champs-Élysées, a des loges qui sont 4 étages au-dessus. Et comme il n'y a pas d'ascenseur... Alors, j'ai demandé, moi, que c'était un peu haut, il n'y avait pas de rampe, enfin, Donc d'être à côté de la scène? Alors, ils m'ont mis dans la salle.
Non. Dans un salon, le salon de Jean Anouilh, qui était le bureau de Jean Anouilh. Et maintenant, j'ai une loge somptueuse. Et alors, dès que l'heure de tourner et que les gens sont dans la salle, on ferme la porte et je passe très doucement en chaussettes, parce que j'arrive en chaussettes. Et je suis prêt à tourner. Vous dites que c'est une pièce, L'intrus, qui vous perturbe. Elle m'a perturbé, elle ne me perturbe plus. Parce que je vais vous dire, ce qu'il y a d'extraordinaire, cette vie, c'est la fin de la vie d'un homme. Henri, médecin qui s'occupe du cerveau. Voilà, c'est un grand personnage et qui se retrouve une nuit avec un jeune homme qui sort de son lit, comme ça. L'intrus, Nicolas Vaud. Voilà, qui est lui. Il lui dit, je suis toi quand tu étais encore jeune et beau, quand tu étais bon. Et il dit mais et il se rend compte que cet homme qu'il voit n'est peut-être que lui qui se parle. Et c'est un peu... C'est son double. C'est son double. Ouais. C'est son double qui lui parle et qui lui fait des misères terribles, parce que lui, il se fait les pires misères. Et il lui reproche, d'ailleurs, les choses qu'il a ratées, il lui reproche, je dis, quel droit me juges-tu, enfin, mais... Et puis, petit à petit, il s'aperçoit qu'il avait tout pour être heureux, qu'il a aimé... Il lui propose un pacte, en plus. Oui, il lui propose un pacte que mon personnage, se méfiant beaucoup de ce jeune homme arrivant la nuit dans son lit, refuse. Et en définitive, il finit par l'accepter parce que tout d'un coup, il revoit les choses pas trop bien qu'il a faites. Et alors, c'est une pièce qui fait beaucoup rire, mais en même temps, c'est une pièce qui vous redonne confiance. Par exemple, à la fin de la pièce, alors qu'est-ce qui va se passer? Et il parle de tout ça. Mais il parle, et c'est très, 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 en même temps émouvant et en même temps... Je crois que c'est pas angoissant, c'est pas une pièce angoissante. Si quelqu'un vous proposait ce genre de pacte, c'est-à-dire de retrouver votre jeunesse, n'est-ce pas, plutôt que de mourir de la maladie d'Alzheimer 2 ans plus tard, c'est quelque chose que vous accepteriez volontiers? Non, je crois que recommencer, faire moins bien, ou rater, ou non, voilà, avoir d'autres enfants, avoir d'autres femmes, avoir une autre vie. Je pense que j'ai eu de la chance dans cette vie. Alors peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. Vous avez été confronté à la maladie d'Alzheimer? Malheureusement, oui. Par votre mère? Oui. Qui a eu cette maladie atroce, mais elle l'a eu âgée, mais ça a été très douloureux pour tout le monde. Et cette maladie, on en parle dans la pièce, mon personnage, le diable essaie de... Enfin, le diable. L'intrus. Nicolas Vaud, qui est un comédien extraordinaire avec qui j'ai le bonheur de jouer, essaie de me faire croire que j'ai Alzheimer, parce que, vous savez, quand on a de l'angoisse, tout d'un coup, on ne se souvient plus. Il dit, je suis insomnique, et puis il dit ostéoporose, enfin, il se trompe dans les mots qui lui sont courants, dans son métier. Et il se trompe. Bon, alors voilà, c'est un personnage qui découvre à la fin, il dit, alors, tu vois, je savais bien que je n'avais pas la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il apprend qu'il est mort d'autre chose. Quel est le moment que vous préférez? Ce sont les répétitions? C'est le moment de la préparation, de l'anticipation? Ou c'est aujourd'hui voilà, le jeu lui-même, la représentation? Je pense que j'aime quand tout d'un coup la vie passe à travers les mots et que tout d'un coup le public réagit et qu'on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Jean Le Poulain disait toujours, ça m'étonnait, moi je n'aime que les répétitions. Moi, les répétitions m'angoissent, me donnent un plaisir très fort de découvrir, de construire. Mais le bonheur épanoui, c'est à partir du moment où on a peut-être réussi et qu'on joue. Vous avez apporté des touches personnelles au texte d'Antoine Rau? Bien, on fait toujours un petit peu des choses qu'on ramène un peu à ce qu'on est, oui. Dans les propos, dans le comportement, dans la gestuelle, dans la mise en scène?
Non, vous savez, le théâtre, c'est un métier de collaboration. Le metteur en scène propose ça. Il y a un mot qu'on veut changer. Je connais bien Antoine Rau, j'ai travaillé avec lui avant les répétitions. C'était le Diable Rouge et puis le Caïman. Le Caïman, avant. Voilà. Hein. Alors, formidable, c'est la première fois que Delphine est à vos côtés. Oui, votre fille. C'est très, très important parce que j'étais très triste parce que j'avais déjà tourné avec elle, mais je n'avais jamais joué au théâtre. Voilà. Alors, ça vous a rapprochés tous les deux? Oui, c'est incroyable parce que quand avoir son père comédien, bon, alors c'est un peu loin, quoi, je veux dire. On le voit jouer, mais là, quand on crée ensemble, quand on a peur ensemble, quand on se dit merde tous les soirs, qu'on s'embrasse très fort, il y a quelque chose de très extraordinaire qui se passe là, et j'aurais regretté de ne pas le connaître. Et vous pensez que pour elle, c'est la même chose? J'en suis sûr. Vous êtes sûr? Elle me le dit. Ah oui. Bon? Nous, elle nous a pas du tout dit ça. Hein. On est allé la voir et on lui a demandé si ça avait changé la relation avec son père. Je joue 3 personnages. Je joue sa fille, Pauline. Oh, mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu as l'erreur de toi? Sa maîtresse qui sort de l'enfer pour régler ses comptes avec lui. Ben alors, Henri, tu me reconnais pas, mon chou? Et puis sa femme, Marguerite, avec qui il a partagé toute sa vie. Le personnage le plus difficile pour moi peut-être été celui de sa maîtresse, parce qu'elle l'insulte pas mal. Mais quel pourri! Bourgeois, pauvre type! Vieille couille! En même temps, c'est assez jouissif maintenant. Je crois que je préfère être avec lui sur scène. J'ai moins peur. Quand j'étais au théâtre et qu'il était dans la salle, c'était toujours le soir où j'avais le plus le trac. Donc là, au moins, je m'habitue à son regard et on est sur un pied d'égalité. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire là? Que j'ai un problème? C'est un partenaire qui est rassurant, parce qu'il est agréable, il vous met en valeur. Je me demande si t'as pas de la fièvre. Mais tout à l'heure, tu as dit que j'étais tout froid. C'est un travailleur acharné. Quand il est sur un spectacle et qu'il joue, il l'est à 100%. Ah! Quoi? Ah non! Moi, je suis impressionnée par lui, par son énergie, par sa force, par son envie de s'amuser qui est communicative. Travailler ne m'a jamais fatigué. Papa, je suis vraiment heureuse de travailler avec toi. Merci de m'avoir invitée dans cette aventure et j'espère qu'elle durera très longtemps. Voilà. Elle dit de vous que vous êtes rassurant. Pourquoi? Je suis optimiste. Alors je vois les choses, à moins que les choses soient profondément impossibles, alors là je me révolte et je m'efforce que ça n'ait plus lieu. Mais autrement, je suis optimiste. Je dis, ça n'a aucune importance, ça va s'arranger. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle? J'ai appris une force qu'elle a en elle. Elle est très vulnérable, mais elle a une force très... Vous voyez, elle parle, elle est très intelligente. Porter le nom, le patronyme de riche, c'était un handicap pour Catherine, votre épouse, et pour votre fille Delphine? Écoutez, je sais pas, j'espère que non. Parce que je pense que certainement, pour Catherine, elle a souffert un peu au début. On disait, vous êtes la femme de Claude Rich. Alors au début, on disait, elle avait un rôle important, et on disait, vous êtes la femme de... Ça, c'était très désagréable. Elle n'était pas considérée à part entière. Mais c'est plus du tout comme ça maintenant. Elle part en tournée d'ailleurs, bientôt. Oui, hein, c'est ça. dans une pièce de Lolé Bellon. C'est hein. ça. Est-ce que exercer le même métier, ça apporte de la compréhension et ça aide à la longévité de votre couple, plus de 50 ans hein. Oui, on s'est mariés en 59, oui. Je pense que ça, on se comprend mieux, certainement. On sait mieux les difficultés qu'on peut avoir, les nervosités un peu exagérées que quelquefois on a, les angoisses aussi. Enfin, je pense que c'est bien de faire un couple de comédiens, à condition d'arriver à faire coïncider les horaires. Et de ne pas se retrouver, un en train de faire une tournée en Afrique du Sud et l'autre au Groenland. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir sacrifié votre vie personnelle et familiale pour votre métier? Non. Non, je ne crois pas.
je crois qu'on n'a jamais passé des vacances pas ensemble. On a toujours réussi à s'arranger pour qu'on soit ensemble. Il y a des moments où... Bon, mais c'est rare. Il y a Bertrand Tavernier qui dit de vous, on dirait que sur lui, les saletés de la vie n'ont aucune prise, comme s'il était immunisé contre elles, contre les saletés de la vie. Vous les voyez pas, les saletés de la vie? Si. Mais comme je suis de cet optimisme dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a des petits personnages qui vous protègent. Vous croyez aux anges, aux bonnes ondes, aux esprits Je crois à l'ange gardien, peut-être, oui. Je vais vous laisser. Hein? Pendant 1 minute. Oui. Je vais vous laisser tout seul. Ah bon? Oui, je sais. Ah oui, non, mais ça va être terrible. Hein? Comme je dis dans la pièce, ne me laisse pas seule avec cette femme. Eh bien, justement. C'est ma fille, oui. Merci. Je vous laisse totalement seule avec le public, avec les téléspectateurs. C'est très bien. Vous avez l'habitude d'improviser pendant 1 minute et je reviens plus tard. Il faut que j'improvise? Oui. Faut que je dise quelque chose. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez bouger, vous vous entretenez avec le public, la caméra est là, les caméras sont là. Il n'y a que moi qui pars, tout le monde reste. Alors, au revoir Claude. Au revoir Catherine. 1 minute. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Attendez, ne partez pas tout de suite. Attendez, ne me laissez pas seul. On ne va pas me laisser seul comme ça à la télévision. Mais au moins je serai payé. Si je suis tout seul, c'est moi qui fais marcher la maison. Alors, peut-être que je vais m'asseoir un peu pour être en forme. Voilà. Là, je vais boire une tasse de thé. Je ne sais pas où sont les caméras, mais ils sont pas loin. Oui, ça va bien. Oui, j'espère que Catherine va revenir parce que je ne tiendrai pas longtemps tout seul. Voilà. Un beau jour, quel record, je débarque au pôle Nord et je vois d'abord une petite femme très bien vêtue en peau de lapin. Je lui dis soudain, je voudrais voir mon petit, le soleil de minuit. Est-ce pour aujourd'hui? Trop tard, mon amour, mais suis-moi toujours, je te ferai voir la lune en plein jour. Refrain, viens dans ma hutte. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est une chanson de Dranem. Bon. Dranem. Et le refrain, qu'est-ce que ça donne, le refrain? Viens dans ma hutte, viens, je vais te le montrer, le trou de ma hutte. Vous auriez pu être chanteur, je sens ça. Non, comique. Un comique. Oui, je faisais aussi des moines un peu stupides, comme ça. On avait écrit des textes avec cet ami qui était petit, qui avait une grosse moustache et qui était tout brun, et moi j'étais tout maigre et tout blanc. C'était Laurel et Hardy? Oui, c'était Laurel et Hardy, oui, tout à fait. Et alors les gens venaient tous les soirs. Il y avait le tabou et le Méphisto. Voilà. Alors, il y avait Gréco au tabou. Et nous deux, avec Mouloudji, on était... Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est là que j'ai été reçu au conservatoire, parce que je me souviens, la patronne, qui était avare comme tout, a dit « Ah, Claude Rich vient d'être reçu au conservatoire. » Alors, champagne. Alors, on a ouvert le champagne et on nous a offert le champagne. Ah, offert quand même. Offert. Elle ne vous a pas donné la note ensuite? Elle m'a donné une coupe de champagne. Bon, pour la pige, je suis d'accord, hein, vous aurez une pige. Hein. Ah, ça, c'était pas de temps. J'ai bien fait de dire ça. J'ai hésité entre deux phrases. Je vais vous emmener. On part aux 2 ados tous les deux. Oui. On y va? Oui. 2 ados avec vous, Claude Rich, et puis des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous arrive de mentir sur votre âge? Non. Est-ce que vous avez déjà partagé l'affiche avec un comédien nul? Non. Que feriez-vous si vous étiez dans la peau d'une femme le temps d'une journée? Eh bien, le trottoir. La dernière fois que vous avez dit « je t'aime » je le dis tous les soirs au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées. Votre juron préféré? Merde.
Si on vous proposait pour 1 heure de revoir quelqu'un de disparu, qui choisiriez-vous? Ma mère. Le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Ma maison à la campagne. Que faites-vous encore aujourd'hui pour séduire votre femme? Je fais beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez déjà commis une faute morale, comme dirait quelqu'un? Oui, par négligence. Qu'est-ce qui vous serait le plus pénible? Perdre la vue, l'ouïe ou la mémoire? La mémoire. La plus belle preuve d'amour, selon vous? C'est de s'oublier au profit de l'autre. La dernière fois que vous vous êtes mis en colère? Oh hier après-midi. Quel unique objet vous emmèneriez sur une île déserte? Un seul. Un livre de Louis-Ferdinand Céline. Lequel? Mort à crédit. Quel plat ne faut-il absolument pas cuisiner lorsque l'on vous invite à dîner? Du pied de porc. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rire avant de mourir? Qu'on m'applaudisse. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Tout. Non. Le meilleur. On retourne à table? Oui. Vous disiez la mémoire, bien sûr, pour un comédien très important. Certains, notamment, on sait, Depardieu, Annie Girardot, à la fin de sa vie, portaient une oreillette. Ça vous paraît quelque chose d'insensé, de contradictoire quand on est comédien? Tout à fait normal. Parce que autrefois, il y avait des souffleurs. Et les souffleurs étaient là. Quelquefois, ils dormaient. Une oreillette est quelqu'un qui vous dit le mot qui vous manque, juste, et qui vous fait repartir. Je trouve que si on prend une oreillette pour ne pas apprendre son texte, alors là, c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas jouer à un rythme normal. Mais si c'est simplement un compagnon qui vous glisse le mot qui vous manque, je trouve ça normal. Merde, le juron que vous préférez? Oui. Alors, depuis peu, vous en connaissez l'étymologie? Voilà, parce que ma petite fille, qui était toujours la fille de Delphine, m'écrivait toujours un petit merde, merde à paix, merde, merde. Et maintenant qu'elle a 16 ans, elle a appris d'où venait le mot merde. Eh bien, quand au XVIIe ou XVIIIe siècle, les théâtres s'ouvraient, les gens arrivaient en fiacre ou en voiture de maître, et les chevaux faisaient leur cretin devant le théâtre. Et plus il y avait de merde, plus ça marchait. Et on lui disait merde, ça veut dire beaucoup de spectateurs. Et elle écrivait ça d'une façon merveilleuse. Et vous aimez ce rituel de vous dire merde avant d'entrer sur scène? Je trouve que c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire bonheur. Vous avez de réels rituels, vous, Claude Rich, quand vous montez sur scène ou que vous arrivez au théâtre? Je suis superstitieux. Alors, la première fois que j'ai joué la comédie, c'était dans la corde tirée d'Alfred Hitchcock, du film. Et je disais... il fallait que le premier jour, par exemple, j'avais fait... Pour commencer, j'avais tellement le trac que j'ai monté l'escalier, je suis descendu, c'était au Théâtre de la Renaissance, et il y avait 5 étages, et je suis fait ça. Et après, je disais, si je ne refais pas ça, alors chaque jour, avant la représentation, j'étais obligé de descendre et de monter à toute allure, 5 étages. Je suis un peu superstitieux. Si le premier jour, je suis monté du pied droit dans le lit, eh bien, je serai obligé de le refaire jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que vous faites désormais chaque soir, sur la scène. Oui. Claude Chabrol, pour vous, c'était un homme important. Important, oui. Oui. Oui, j'ai trouvé qu'il a fait des choses extraordinaires. Il avait une nature. C'était un grand, grand cinéaste.
Par exemple, vous êtes un homme qui pouvait décrocher votre téléphone, maintenant on ne décroche plus le téléphone, mais qui appelait des réalisateurs pour dire « j'aimerais bien travailler avec toi ». Je n'ai jamais fait. Mais je trouve que Brialy me disait toujours qu'il téléphonait aux gens quand il les aimait bien, les jeunes par exemple. Il leur disait « j'ai vu ton film, je l'ai adoré. Si un jour tu as quelque chose pour moi, je le ferai volontiers ». Et je trouvais que c'était très bien, qu'il avait raison de faire ça. Les jeunes metteurs en scène qui n'ont pas encore qu'un acteur connu, comme était Brialy, le fassent. Je trouvais ça très bien. Et vous ne le faites pas? Par orgueil? Non, non, parce que je n'avais pas réfléchi à cette question-là. Et peut-être aussi parce que je ne vois pas assez les choses. Que Chabrol, par lui-même et par les siens, c'est aux éditions Stock. Je pense que ça vous fera plaisir. C'était maintenant il y a 1 an qu'il est disparu, qu'il est mort. C'est la parole des siens qui est venue compléter dans ce livre aussi le portrait réalisé par le journaliste Michel Pascal. Jean Ferrat aussi, qui est parti. C'est Nelson Montfort, qu'on connaît bien, France 2. Nelson Montfort et Philippe Laurin pour tout ce qui est images. Et dessin, très joli dessin d'ailleurs. Le texte donc de Nelson Montfort, Aimer à perdre la raison aux éditions du Rocher. C'est quelqu'un aussi qui appartient à votre patrimoine, je dirais. Oui, tout à fait. Ferrat, oui. Tout à fait. Je l'ai connu pas personnellement, mais je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Et j'ai écouté ses chansons toujours. C'est important la variété pour vous? Moi, je vous imagine plutôt écoutant des opéras ou de la musique classique. Non, non, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Brassens, j'ai beaucoup aimé Brel, Aznavour et Léo Ferré par-dessus tout. Ah, des vrais classiques, hein? Des valeurs sûres. Oui, ah ben, il faut savoir où on place son argent. Hein. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Je voudrais remercier aussi celui qui est exposé sur le plateau de Thé au Café ce matin, c'est Franck Duminil, c'est son nom. Il expose à la galerie Coriane jusqu'au 25 octobre, avenue Rapp à Paris. C'est de l'art abstrait, voilà, ce sont des moments privilégiés, dit-il, pour pénétrer vers l'essentiel, qu'il appelle la réalité. Son nom, Franck Duminil. Merci beaucoup, Claude Rich. On vous retrouve à 21h. Le soir et le dimanche à 16h30. 16h30. Ouais. Sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées, c'est un beau théâtre. Hein. Ah, très très beau. Vous êtes bien là. Hein. Un théâtre classé, très bien assis, la place. Enfin, une énorme loge. Une énorme loge. Vous êtes privilégié. Hein. Oui. La semaine prochaine, on rencontrera François Bayrou, samedi. Il sera à 9h40. Et puis le lendemain, la comédienne Corinne Touzé, qui est au théâtre également. Ce sera dimanche. Et il sera à 7h du matin. Voilà. Restez surtout avec nous. On ne va pas se quitter. Après ce générique, derrière ce générique, un autre qui a pour titre « Les invités impossibles », une série que nous vous proposons durant la Coupe du Monde de rugby. C'était Bob Marley, il y a quelque temps. Et aujourd'hui, on va faire... une découverte d'un homme sulfureux, le marquis de Sade, un très bel écrivain du XVIIIe siècle, qui a fait beaucoup parler de lui, de son temps, qui continue à faire beaucoup parler de lui. Alors regardez Les invités impossibles et nous recevons le marquis de Sade. A tout de suite.